On va parler effectivement surtout de développement typique. Je vais vous présenter ce qu'a fait Mathilde Sassier-Roublin pendant son M2 qui avait été financé par Exact. Et donc je m'intéresse, dans le cadre du M2, on s'intéressait à la reproductibilité des réponses cérébrales aux stimulations sensorielles chez les enfants. Donc je vais commencer par vous introduire vite fait le développement. Donc le développement, c'est un processus dynamique qui commence dès la conception en fait du bébé. Et au cours du développement, on a de ce qu'on appelle des périodes sensibles qui vont qui vont permettre le développement de certaines capacités particulières à certaines périodes de la vie. Et ces périodes sensibles, on en trouve beaucoup entre la conception et 5 ans. Je vous ai illustré ici le développement de la synaptogénèse. Donc, la synaptogénèse, c'est la formation des synapses au cours du développement. Et comme vous a dit Mathias, je crois tout à l'heure, Martial, pardon, excuse-moi. Les synapses, c'est la communication entre les cellules nerveuses. Et donc ici, par exemple, on voit qu'au cours du développement, ah non, mais ça marche pas, les synapses d'abord se forment dans le cortex sensoriel primaire, puis ensuite on va avoir les synapses dans les cortex qui sont liés à la perception et à la production du langage, en même temps qu'on a le développement de ces habiletés-là. Et puis finalement, on va avoir la formation des synapses dans le cortex préfrontal, qui sera lié en fait à la mise en place des fonctions cognitives les plus complexes qui impliquent le préfrontal. Donc on voit ici que le développement anatomo-fonctionnel, il y a un lien entre le développement anatomo-fonctionnel et le développement des comportements des enfants. Mais cette trajectoire développementale, ce développement, il va être variable d'un individu à l'autre. Et ça, c'est vrai dans le développement typique. Vous savez tous qu'on ne dit pas un enfant marche à 12 mois, on dit il marche entre 9 et 18 mois, parce que justement, il y a des variabilités dans les trajectoires développementales. C'est peut-être encore plus vrai dans les troubles du neurodéveloppement, où on va avoir une encore plus forte variabilité de ces trajectoires développementales. Et je pense que pour pouvoir étudier vraiment les troubles du neurodéveloppement, il faut d'abord aussi connaître le développement typique, et puis il faut faire des études longitudinales qui vont permettre de suivre les enfants dans le temps. Donc une étude longitudinale, qu'est-ce que c'est? C'est des études où on va suivre une population à différents temps. Donc là, je vous mets une illustration. On va voir un enfant à un temps zéro. On va voir le laisser le temps s'écouler, et puis on va ensuite revoir cet enfant à un temps zéro plus un delta t. Et pendant ce temps-là, on peut avoir soit du neurodéveloppement typique, soit des thérapies, soit des apprentissages. Et comme ça, on peut voir comment l'environnement de l'enfant va agir sur son développement. C'est le but d'un de mes projets qui s'appelle le projet PILAE, qui est du coup une étude longitudinale des profils plurisensoriels individuels d'enfants typiques et autistes. Donc l'idée, c'est d'aller voir comment se développe ce profil sensoriel en lien avec les capacités langagières notamment. Dans ce projet, on va se focaliser sur la période de 2 ans et demi à 6 ans, non inclus, parce que du coup, on voit ici que c'est une période où il se passe encore des choses au niveau anatomique et sur la mise en place des réseaux cérébraux, et aussi parce que c'est une période qui entoure l'âge moyen du diagnostic d'autisme. Et donc, le but, en fait, à plus long terme de ce projet, ce serait pouvoir utiliser ces protocoles de neurophy dont je vais vous parler tout à l'heure, de neurophysiologie, pour pouvoir faire le suivi thérapeutique des enfants avec autisme. Mais avant de pouvoir faire une étude longitudinale, il faut savoir si notre protocole permet d'avoir des paramètres qui vont être robustes, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas à chaque fois qu'on met l'enfant, qu'on fait participer l'enfant à des expériences. Donc on veut étudier la répétabilité des mesures sur un temps court. Donc la répétabilité, c'est quoi? C'est de voir s'il y a une fidélité des mesures qui sont répétées sur un même participant, avec la même procédure, le même système de mesure, les mêmes opérateurs et le même lieu. D'accord? Donc la seule chose qui doit changer, c'est le temps. Et donc là, on veut regarder s'il y a... Donc l'objectif du projet de Mathilde, qu'elle a réalisé avec Lisa, c'était d'évaluer la répétabilité des réponses cérébrales de jeunes enfants entre 2 ans et demi et 5 ans, et 9, non pas 9 mois, 11 mois, ça veut dire 9 ans, sur un temps de à peu près 1 semaine. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a recruté donc, des enfants. On en avait 13 à l'époque pendant le master de Mathilde, maintenant on en a une vingtaine, donc que des enfants neurotypiques pour le moment.
On avait 9 filles et 4 garçons. Ils ont participé à des études grâce à de l'EEG. Donc l'EEG, ça permet d'enregistrer l'activité cérébrale des enfants pendant qu'ils voient différents types de stimuli. Et le protocole, on essaye de le faire le plus court possible pour qu'il soit réalisable chez des petits-enfants et encore plus des enfants avec autisme. Donc on a casé en 30 minutes 5, l'exploration de la perception visuelle, de la perception auditive et de la perception tactile, avec des stimuli qu'on dit simples parce qu'ils vont activer surtout les aires sensorielles primaires, et des stimuli plus complexes, et notamment de la stimulation sociale, pour voir comment se développe au cours du développement la perception sociale. Donc on a 3 modalités sensorielles, 2 degrés de complexité et des stimuli sociaux et non sociaux. Ensuite, on va analyser les données. Donc en fait, quand on fait ces protocoles en EEG, on observe des réponses cérébrales qui sont sous cette forme ici, où vous avez donc ce qu'on appelle un potentiel évoqué, où ici vous avez sur l'axe des Y l'amplitude et le temps sur l'axe des X, et on voit qu'à chaque fois que les sujets voient soit un visage, par exemple, soit un instrument de musique, on a une réponse cérébrale qui est un peu similaire, mais qui diffère un peu entre les conditions. Et donc, on a ça pour la session 1 et la session 2. Et pour chacune, donc sur le potentiel évoqué, on voit ici ce qu'on appelle des composantes. C'est ce qu'on arrive vraiment à identifier au niveau du potentiel évoqué. Donc, on en a mesuré 2 pour chacun des blocs, pour chacun des blocs. Et sur ces composantes, on mesure l'amplitude, la latence, puis on a mesuré d'autres paramètres qui sont liés à la variabilité des réponses à travers les différents essais. Parce qu'il faut savoir que quand on fait ce genre d'études, on présente un stimuli plusieurs fois pour pouvoir avoir une réponse vraiment évoquée par la moyenne de tous ces stimuli. Mais du coup, on va aussi regarder comment la réponse du cerveau varie à chaque fois qu'on présente un stimuli. Donc les 3 derniers représentent ces paramètres de variabilité. Donc du coup, par sujet et par session, grâce à ces 30 minutes seulement en fait, d'expérience, on a 20 paramètres, puisqu'on a 5 blocs, 2 conditions par bloc, et puis 2 composantes par bloc. Et donc les statistiques pour l'instant sont assez basiques. On fait des corrélations entre les paramètres qu'on a mesurés à la première session et à la deuxième session, par paramètre et par enfant, ou au niveau du groupe. Donc, voici un exemple des résultats sur les latences. Donc vous avez ici, sur les latences et l'amplitude, pour un enfant. Donc ça, c'est la latence de toutes les composantes à la session 1, et ici la latence de toutes les composantes à la session B. Et donc on voit qu'elles sont très fortement corrélées, puisqu'on a un coefficient de corrélation de 0,95, sachant que le maximum c'est 1. Et vous avez ici la même chose pour l'amplitude, donc toujours chez un enfant, où là on a une corrélation de 0,91. Donc globalement, chez cet enfant, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, du coup, on a regardé chez tous les enfants, et ensuite on a fait la moyenne des corrélations à travers tous les enfants. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte corrélation entre les sessions pour chaque enfant, en particulier pour l'amplitude et la latence des potentiels évoqués, qui est traditionnellement mesuré dans la littérature. C'est un peu moins vrai pour les paramètres qui mesurent la variabilité intra-individuelle, la variabilité entre les essais. Mais globalement, on a une forte corrélation entre les sessions, donc ce qui montre qu'il y a une bonne répétabilité des données individuelles. Lorsqu'on prend tous les enfants et tous leurs paramètres, on voit qu'il y a quand même aussi, donc ça c'est ici, donc c'est au niveau du groupe, on voit qu'il y a aussi une bonne répétabilité, même si elle est inférieure à celle qu'on voit au niveau individuel. Mais donc il y a quand même aussi une bonne répétabilité au niveau du groupe. Donc, pour conclure, avec les corrélations de Pearson, on montre que en fait, notre protocole il est vraiment répétable, particulièrement sur 4 paramètres qui sont l'amplitude, la latence et 2 paramètres qui mesurent la variabilité entre les essais. Ce qui suggère donc que le protocole va pouvoir être utilisé dans des études longitudinales pour effectuer le suivi thérapeutique, en particulier des enfants autistes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Marianne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, merci. Merci beaucoup. Les différentes sessions, vous estimez à quel
temps, quelle période écoulée entre chaque session pour vos études? Là, dans ce protocole, on est sur une semaine pour étudier la répétabilité. Pour les protocoles longitudinaux, j'aimerais bien être sur du 10 mois, 18, entre 10 mois et 18 mois après la première session. Et du coup, le fait de pouvoir dire que si on fait qu'une semaine, on se dit qu'en une semaine, il y a peu de chances d'avoir des changements très évidents au niveau anatomo-fonctionnel. Donc si en une semaine, ça reste la même chose, mais qu'au bout d'un an, c'est différent, on va vraiment pouvoir conclure que c'est lié au développement cérébral. Et combien de sessions en tout Là, pour l'instant, ils en ont fait que 2. Alors, les enfants ont fait 2 et j'aimerais bien faire une troisième au bout d'un an, pour l'instant. Après, il y a d'autres protocoles où on en fait plus, mais pour l'instant, c'est un peu le début, en fait, des études d'essayer de faire du longitudinal. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question. Ah, une autre question. Oui, juste une question sur. Alors, on est sur une semaine, mais du coup, est-ce que chez les enfants au développement typique, tu as quand même des profils différents ou tu as des données homogènes? Tu parles pour la répétabilité ou Oui. pour le protocole global? Le protocole global. Je pense qu'il y a une petite différence qui est particulièrement, par exemple, je pense que c'est un peu moins répétable chez les enfants les plus jeunes. C'est ça. Qui n'est pas forcément lié, je pense, au développement, mais plutôt au comportement de l'enfant pendant la séance. C'est-à-dire que même si, alors, le protocole EG est 30 minutes, mais en fait, ça fait partie d'un projet plus global où on veut faire ses profils en lien avec le langage, donc il y a beaucoup d'évaluations, donc ça dure environ 12 heures. Et donc pour les petits, au bout d'un moment, ils ne tiennent plus vraiment en place, et donc je pense qu'une partie de la non-reproductibilité, elle vient des petits qui ont du mal à rester en place. Merci beaucoup. Du coup, il y a eu la réponse à la question que je voulais poser dans le mot. On va maintenant donner la parole à Zoé.